Les ETF, ou fonds négociés en bourse, sont des instruments financiers qui permettent d'investir dans un panier d'actifs comme des actions, des obligations ou des matières premières, en achetant une seule unité. Contrairement aux fonds traditionnels, ils se négocient en temps réel sur les marchés boursiers, comme une action ordinaire. Leur structure est conçue pour suivre précisément la performance d'un indice, comme le CAC 400 ou le S&P 500. Cette approche passive réduit les coûts de gestion et minimise les risques liés à la sélection individuelle d'actions. Les ETF sont garantis par des institutions financières régulées, ce qui assure une transparence totale sur leur composition. Leur liquidité est élevée, car ils peuvent être achetés et vendus à tout moment pendant les heures de bourse. Ils ne nécessitent pas de capital initial élevé, il est possible d'entrer avec quelques dizaines d'euros. Leur popularité croissante s'explique aussi par leur accessibilité via les plateformes de trading en ligne, même pour les débutants. Leur avantage principal réside dans la diversification instantanée. Un seul ETF peut représenter des centaines d'actifs différents. Enfin, ils sont soumis aux mêmes règles de déclaration fiscale que les autres produits d'épargne, ce qui simplifie la gestion administrative pour l'investisseur. Les ETF ne sont pas des produits dérivés, ni des leviers financiers, ce sont des fonds indiciels cotés. Leur prix reflète directement la valeur nette des actifs sous-jacents, ajustée en continu par la demande du marché. Lorsqu'un investisseur achète un ETF, il ne possède pas les titres individuels qu'il contient, mais une part proportionnelle du portefeuille global géré par la société de gestion. Cette structure permet une économie d'échelle massive. Les frais de transaction et de gestion sont répartis entre des milliers d'investisseurs, ce qui explique pourquoi les ETF ont des frais annuels souvent inférieurs à 0,20%. Contrairement aux fonds d'investissement classiques, ils n'ont pas besoin d'une demande minimale pour être créés ou maintenus. La création et la suppression d'unités d'ETF se font par l'intermédiaire d'agents autorisés, appelés market makers, qui garantissent la liquidité. Ce mécanisme empêche les écarts importants entre le prix de marché et la valeur intrinsèque. Les ETF sont également transparents, leur composition exacte est publiée quotidiennement sur les sites des émetteurs. Aucun secret, aucune manipulation. Chaque actionnaire sait exactement ce qu'il détient. Cette transparence est un atout majeur face aux fonds actifs, dont la stratégie et la composition peuvent changer sans préavis. Pour un débutant, cela signifie moins de mystère, plus de contrôle, et une meilleure compréhension de son exposition au risque. Les ETF couvrent tous les types d'actifs, actions nationales, internationales, obligations d'État, obligations d'entreprise, or, immobilier, devises, et même des stratégies thématiques comme l'énergie propre ou l'intelligence artificielle. Il existe des ETF sur des indices sectoriels, technologie, santé, géographique, Asie émergente, Europe, ou encore sur des facteurs spécifiques, dividendes élevés, faible volatilité. Chaque choix correspond à une intention d'investissement claire. Il n'existe pas d'ETF universel, chaque produit est conçu pour répondre à un objectif précis. Les ETF sur matières premières, par exemple, ne détiennent pas physiquement le métal ou le pétrole, ils utilisent des contrats à terme pour reproduire leur évolution. Ce point est crucial, la performance d'un ETF sur l'or ne dépend pas de la possession physique, mais de la structure contractuelle choisie par le gestionnaire. Les ETF sur obligations fonctionnent de manière similaire. Ils achètent des titres dans la limite de leur pondération dans l'indice cible. Il est donc essentiel de lire le document d'information clé, KID, avant tout achat, car les méthodes de réplication varient. Certains ETF utilisent la réplication physique, achat direct des actifs, d'autres la réplication synthétique, via des swaps, ce qui introduit un risque contrepartie. Pour un investisseur débutant, privilégier les ETF en réplication physique réduit les risques cachés. Le coût total d'un ETF ne se limite pas à sa taxe de gestion. Il comprend aussi les frais de transaction lors de l'achat ou de la vente, les différences entre le prix d'achat et de vente, spread, et les impôts applicables. En France, les ETF sont soumis à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, IRCM, soit un prélèvement forfaitaire unique de 30%, 12,8% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux. Les gains en capital sont imposables uniquement à la réalisation, c'est-à-dire lors de la vente. Contrairement aux assurances-vie, les ETF ne bénéficient pas de régime fiscal avantageux par défaut. Cependant, leur faible turnover réduit les distributions de dividendes et de plus-values, limitant ainsi la charge fiscale annuelle. Les ETF passifs ont tendance à générer moins de mouvements internes que les fonds actifs,
ce qui diminue les taxes de transaction internes. Les frais de courtage varient selon les plateformes. Certaines banques en ligne proposent des ETF gratuits, d'autres appliquent des commissions fixes ou variables. Il est important de comparer non seulement les frais de gestion, mais aussi les coûts d'accès. Un ETF avec 0,10% de frais annuels mais 5 € de commission par achat peut coûter plus cher qu'un ETF à 0,30% avec des transactions gratuites. Pour un investisseur régulier, la fréquence d'achat influence plus le coût total que le taux de gestion. L'accessibilité des ETF repose sur 3 piliers: la technologie, la régulation et la concurrence. Les plateformes comme Boursorama, Fortuneo ou Revolut permettent d'acheter des ETF depuis un smartphone, sans intermédiaire bancaire. Les interfaces sont conçues pour guider les débutants. Filtres par secteur, par risque, par frais, par pays. Les comparateurs en ligne rendent possible une analyse rapide entre plusieurs produits similaires. La régulation européenne, UCITS, impose des normes strictes de transparence, de sécurité et de liquidité à tous les ETF commercialisés dans l'UE. Cela signifie que même les petits investisseurs bénéficient de protections juridiques solides. De plus, la concurrence entre les grands émetteurs BlackRock, Vanguard, Amundi, Lyxor pousse constamment les frais vers le bas. En 10 ans, les frais moyens des ETF actions européens sont passés de 0,50% à 0,15%. Cette baisse a démocratisé l'accès à des portefeuilles diversifiés autrefois réservés aux riches. Aujourd'hui, un jeune adulte peut construire un portefeuille mondial avec 4 ETF pour moins de 100 € par mois. Cette facilité d'accès est la raison principale de la croissance exponentielle des ETF. Ils éliminent les barrières traditionnelles de la finance. Les ETF ne sont pas des produits sans risque, ils transmettent simplement les risques du marché sous-jacent. Si vous investissez dans un ETF sur les actions américaines, vous êtes exposé à la volatilité du S&P 500. Si vous choisissez un ETF sur les obligations d'État grec, vous prenez le risque de défaut souverain. Le risque n'est pas supprimé, il est concentré. Mais grâce à la diversification, il est réduit par rapport à l'achat d'une seule action. Un ETF sur 500 entreprises réparties dans 15 secteurs réduit considérablement le risque spécifique à une entreprise. Cependant, il ne protège pas contre les chocs systémiques, crise financière, inflation, hausse des taux d'intérêt, guerre. Ces risques macroéconomiques affectent tous les actifs simultanément. Il est donc illusoire de penser qu'un ETF sécurise votre épargne. Ce qu'il fait, c'est rendre la prise de risque plus prévisible et plus contrôlable. Les ETF offrent une exposition claire, mesurable et reproductible. Pour un débutant, cela signifie qu'il peut apprendre à comprendre les cycles du marché sans se perdre dans des analyses complexes. L'objectif n'est pas d'éviter les pertes, mais de les anticiper, de les quantifier et de les intégrer dans un plan d'investissement cohérent. La stratégie d'investissement la plus efficace avec les ETF repose sur 3 principes: diversification, régularité et horizon long. Diversification, choisir des ETF couvrant différentes classes d'actifs, actions, obligations, matières premières, et différents territoires, Europe, États-Unis, Asie. Régularité, investir une somme fixe chaque mois, quelle que soit la situation du marché. Cette méthode, appelée dollar cost averaging, réduit l'impact des fluctuations à court terme. Horizon long, garder les positions pendant au moins 5 à 10 ans pour bénéficier de la croissance compounding. Les données historiques montrent que les investisseurs qui maintiennent des ETF sur 10 ans réussissent dans 90% des cas, même après les crises de 2008 ou 2020. Le timing du marché est un piège. Ceux qui tentent d'anticiper les baisses perdent souvent plus qu'ils ne gagnent. Les ETF encouragent une discipline d'investissement. Acheter, attendre, ne pas toucher. Il n'est pas nécessaire de surveiller les cours quotidiennement. Une revue trimestrielle suffit pour vérifier la composition et les frais. L'erreur la plus courante chez les débutants est de trop trader, acheter et vendre en fonction des nouvelles. Les ETF sont conçus pour être détenus, pas pour être spéculés. Leur force réside dans leur simplicité, pas dans leur complexité. Les ETF ne remplacent pas tous les autres outils d'investissement, ils en sont une composante. Ils sont idéaux pour constituer la base d'un portefeuille, mais ne doivent pas nécessairement en constituer l'ensemble. Un portefeuille complet peut combiner des ETF, pour la diversification et la liquidité, avec des obligations individuelles, pour la stabilité des revenus, des SCPI, pour l'immobilier direct, ou des comptes épargne, pour la sécurité immédiate.
Les ETF ne conviennent pas à ceux qui recherchent des rendements garantis ou une protection du capital. Dans un contexte de taux d'intérêt très bas, certains investisseurs pensent que les ETF obligataires sont une solution sûre, mais ils ignorent que les prix des obligations baissent quand les taux augmentent. Les ETF sont des outils, pas des solutions magiques. Leur efficacité dépend entièrement de la stratégie adoptée. Un investisseur qui place 100% de ses économies dans un seul ETF technologique prend un risque extrême, même si cet ETF est légitime. La bonne utilisation des ETF passe par une allocation d'actifs réfléchie, adaptée à son profil de risque, à ses objectifs et à son horizon temporel. Il n'existe pas de modèle universel. Ce qui fonctionne pour un cadre de 40 ans ne convient pas à un étudiant de 22 ans. Pour choisir son premier ETF, il faut commencer par définir son objectif d'investissement. Capitalisation à long terme, revenus réguliers ou diversification géographique. Il n'existe pas de meilleur ETF, seulement le plus adapté à votre situation. Les débutants doivent privilégier les ETF sur des indices larges et liquides, comme le MSCI World ou l'FTSE All World, qui couvrent les marchés développés ou mondiaux. Ces fonds offrent une exposition immédiate à plusieurs milliers d'entreprises, réduisant ainsi le risque spécifique à un pays ou un secteur. Évitez les ETF thématiques, robotique, blockchain, métavers au démarrage. Ils sont volatiles, peu diversifiés et souvent surcotés. Privilégiez les ETF en réplication physique, car ils détiennent directement les actifs sous-jacents, ce qui minimise les risques contreparties liés au swap. Vérifiez toujours que l'ETF est conforme au cadre UCITS, garantissant une protection juridique solide dans l'Union européenne. La taille du fonds, actif sous gestion, doit être supérieure à 100 millions d'euros pour assurer sa stabilité et sa liquidité. Un ETF trop petit peut être fermé par l'émetteur, forçant les investisseurs à vendre à un moment non optimal. Les frais annuels sont le critère le plus important après la stratégie d'investissement. Un ETF avec 0,3% de frais coûtera 3 fois plus qu'un autre à 0,1% sur 20 ans, même si leurs performances sont identiques. En France, comparez les frais totaux appelés TER, Total Expense Ratio, sur les sites des émetteurs comme Amundi, Lyxor ou iShares. Ne vous fiez pas aux frais affichés en promotion. Certains proposent des frais nuls pendant 6 mois, puis reviennent à leur niveau normal. Le coût de transaction est aussi crucial. Certaines banques en ligne comme Boursorama ou ING proposent des ETF gratuits en achat mensuel, ce qui rend l'investissement régulier très rentable. Évitez les plateformes qui facturent des commissions élevées ou des frais de garde. Une commission de 5 € par achat sur 12 opérations par an représente 60 € de frais annuels, ce qui équivaut à plus de 0,5% de frais sur un portefeuille de 12 000 €. Pour un débutant, l'objectif est de minimiser les coûts à chaque étape. Achat, détention, vente. La devise de l'ETF influence directement votre exposition au risque change. Un ETF coté en dollars américains expose votre portefeuille à la fluctuation euro-USD. Si vous investissez en euros, privilégiez les ETF en euro-hedged, c'est-à-dire qui neutralisent le risque de change. Ce mécanisme évite que la hausse du dollar ne dégrade artificiellement vos gains, ou que sa baisse ne masque vos pertes. Toutefois, le hedging génère des coûts supplémentaires généralement entre 0,1% et 0,2% par an. Pour un investisseur à horizon long, plus de 10 ans, le risque de change est souvent négligeable face à la croissance des marchés actionnaires. Dans ce cas, un ETF non couvert peut être plus avantageux. Pour un épargnant à court terme ou un retraité cherchant la stabilité, le couverture peut être justifié. L'essentiel est de comprendre pourquoi vous choisissez un ETF en USD, en euros ou en CHF et d'accepter les conséquences de ce choix. La localisation géographique de l'ETF détermine votre exposition économique. Un ETF sur l'Europe ne contient pas les mêmes entreprises qu'un ETF sur les États-Unis. Le marché américain représente près de 60% de la capitalisation mondiale. L'Europe moins de 15%. Investir uniquement dans un ETF européen revient à ignorer la majorité de la croissance économique mondiale. Pour une allocation optimale, combinez un ETF mondial, exemple MSCI World, avec un ETF Europe si vous souhaitez une surpondération locale. Évitez les ETF sur des marchés émergents en tant que premier investissement. Ils sont plus volatiles, moins transparents, et soumis à des risques politiques et de change plus élevés. Si vous souhaitez y accéder, faites-le via un ETF mondial qui inclut déjà ces marchés, comme le FTSE All World.
La diversification géographique ne signifie pas disperser son argent dans 10 ETF différents, cela complique inutilement la gestion. Un seul ETF mondial suffit pour commencer. La structure de distribution, distributing vs accumulating, conditionne votre fiscalité et votre stratégie. Un ETF distributing verse les dividendes aux investisseurs chaque trimestre ou semestre, ce qui génère des revenus imposables immédiatement. Un ETF accumulating réinvestit automatiquement les dividendes, augmentant la valeur de l'unité. Pour un débutant qui cherche à construire un patrimoine, l'ETF accumulant est préférable. Il évite les opérations manuelles, réduit les coûts de transaction et maximise la capitalisation composée. En France, les deux types sont imposés de la même manière. Les plus-values sont taxées lors de la vente et les dividendes distribués sont soumis au prélèvement forfaitaire unique. Mais l'ETF accumulant permet de ne pas avoir à gérer des entrées de cash, ce qui simplifie la discipline d'investissement. Il est particulièrement adapté au plan d'épargne mensuel. Ne confondez pas accumulant avec garantie de capital, aucun ETF ne protège votre capital initial. La capitalisation boursière des actifs inclus dans l'ETF influence sa volatilité et sa performance. Les ETF sur grande capitalisation, large cap, comme le S&P 500 sont moins volatiles, plus liquides et plus stables à long terme. Ceux sur petite capitalisation, small cap, offrent un potentiel de croissance plus élevé, mais avec une volatilité accrue et des coûts de transaction plus élevés. Pour un débutant, privilégier les larges capitaines, les small cap peuvent être ajoutés plus tard, à hauteur de 10 à 15% du portefeuille, pour améliorer la diversification. Les ETF sur mid cap sont rares et souvent mal liquides à éviter au départ. Les grandes entreprises ont des bilans solides, des flux de trésorerie prévisibles et une capacité à traverser les crises. Elles représentent la colonne vertébrale de l'économie mondiale. L'idée n'est pas de chercher la perle rare, mais de s'assurer d'être présent dans les acteurs dominants du marché. La date de création de l'ETF n'est pas un indicateur fiable de qualité. Certains fonds anciens ont des frais élevés ou une mauvaise structure. D'autres récents, créés par des émetteurs sérieux, offrent des conditions optimales. Vérifiez plutôt la performance relative depuis 3 à 5 ans, comparée à son indice de référence. Un bon ETF doit reproduire fidèlement l'indice, avec une tracking error inférieure à 0,2%. Cette différence mesure l'écart entre le rendement de l'ETF et celui de l'indice qu'il doit suivre. Un écart supérieur à 0,5% peut indiquer une mauvaise gestion, des coûts cachés, ou une réplication synthétique risquée. Consultez les données sur Morningstar, JustETF ou le site de l'émetteur. Évitez les ETF dont la performance est trop éloignée de l'indice, cela signifie que le gestionnaire ne suit pas correctement le marché. Un ETF passif ne doit pas performer mieux que l'indice, il doit le copier parfaitement. L'emplacement de la société de gestion peut influencer la fiscalité et la transparence. Les ETF gérés par des sociétés européennes, Amundi, Lyxor, iShares EU, sont soumis aux normes UCITS, ce qui garantit une transparence maximale et une protection légale renforcée. Les ETF issus de sociétés américaines ou offshore peuvent être moins transparents, surtout s'ils ne sont pas cotés sur un marché européen. En France, seuls les ETF UCITS sont autorisés à être commercialisés auprès des particuliers. Assurez-vous que l'ETF est bien classifié comme UCITS sur la fiche produit. Évitez les ETF non UCITS, même s'ils semblent moins chers. Ils ne bénéficient pas des mêmes protections juridiques, et leur liquidation en cas de crise peut être complexe. De plus, leur fiscalité peut être ambiguë, ce qui peut entraîner des complications lors de la déclaration fiscale. Pour un débutant, la sécurité juridique prime sur toute économie de frais. La liquidité d'un ETF se mesure par deux indicateurs, le volume quotidien moyen d'échange et le spread, différence entre le prix d'achat et de vente. Un ETF avec un volume journalier supérieur à 1 million d'euros est considéré comme très liquide. Un spread inférieur à 0,1% est idéal. Un spread élevé signifie que vous payez plus cher pour acheter et recevez moins en vendant, un coût caché qui réduit vos rendements. Les ETF sur des marchés peu connus, par exemple, les obligations turques ou les actions sud-africaines, ont souvent des spreads élevés. Évitez-les jusqu'à ce que vous maîtrisiez les bases. Même un ETF sur l'or peut avoir un spread important si peu de personnes le négocient. Pour un débutant, restez sur les ETF les plus populaires, ceux qui sont négociés quotidiennement par des dizaines de milliers d'investisseurs.
La liquidité est un indicateur de confiance du marché, elle signifie que d'autres investisseurs considèrent cet actif comme fiable. Enfin, utilisez des outils de comparaison professionnels pour prendre une décision éclairée. Des sites comme justetf.com, IndexMindi, ou le comparateur d'ETF de BNP Paribas Asset Management permettent de filtrer selon type d'actif, région, frais, devise, structure et date de création. Créez une liste de 3 à 5 ETF candidats, puis comparez-les point par point. N'hésitez pas à consulter les documents officiels, le prospectus, le KID, qui information document, et les rapports annuels. Ces textes sont rédigés en langage technique, mais ils contiennent toutes les informations essentielles. Si vous ne comprenez pas un terme, recherchez-le sur Investopedia ou sur le site de l'AMF, Autorité des marchés financiers. Le but n'est pas de devenir analyste financier, mais de ne pas signer un contrat sans savoir ce qu'il contient. Chaque ETF est un contrat légal, traitez celui-ci avec sérieux est la première règle de l'investisseur responsable. Les ETF peuvent être achetés via plusieurs canaux. Banque traditionnelle, banque en ligne, courtier en ligne et application mobile. Chaque canal présente des avantages et des inconvénients en termes de frais, de simplicité et de fonctionnalité. Pour un débutant, la meilleure option est une banque en ligne comme Boursorama, Fortuneo ou ING, qui proposent des ETF gratuits en achat mensuel. Ces plateformes offrent des interfaces intuitives, des alertes personnalisées et un support client accessible. Contrairement aux banques traditionnelles, elles ne facturent pas de commission sur les ETF, ni de frais de garde annuels. Elles permettent également de configurer des ordres automatiques, ce qui facilite l'investissement régulier. Évitez les banques physiques, elles imposent souvent des frais élevés, jusqu'à 20 € par achat, et proposent des ETF avec des frais de gestion surcotés. Les courtiers internationaux comme Interactive Brokers ou DEGIRO sont également des options valables, surtout pour les investisseurs qui veulent accéder à des ETF non disponibles en France. Ils offrent des frais très bas, parfois 1 € par transaction, et un accès à plus de 10 000 ETF mondiaux. Toutefois, ils exigent une compréhension plus poussée du système financier, notamment en matière de fiscalité française. Les dividendes versés par des ETF américains peuvent être soumis à une retenue à la source de 15%, même si vous êtes résident français. Vous devez alors déclarer cette retenue dans votre déclaration d'impôt pour obtenir un crédit d'impôt. Ces plateformes conviennent mieux aux investisseurs ayant un capital supérieur à 10 000 € et une bonne maîtrise des procédures administratives. Pour un débutant avec un budget limité, elles sont inutilement complexes. Les applications mobiles comme Revolut, N26 ou Yomoni proposent des ETF dans des portefeuilles préconstruits. Elles sont pratiques pour ceux qui ne veulent pas gérer eux-mêmes leurs choix. Toutefois, elles imposent souvent un modèle de gestion automatisé. Vous ne choisissez pas les ETF, vous choisissez un profil de risque, prudent, équilibré, dynamique. Cela limite votre autonomie. De plus, les frais globaux peuvent être plus élevés que sur les plateformes traditionnelles, car ils intègrent une commission de gestion annuelle, 0,5% à 1,5%. Ces services sont adaptés aux personnes qui n'ont pas le temps ou l'intérêt d'apprendre la finance, mais pas aux investisseurs qui veulent comprendre ce qu'ils possèdent. Si vous voulez apprendre, privilégiez les plateformes où vous sélectionnez vous-même vos ETF. La fiscalité française impose des obligations spécifiques selon le canal d'achat. Tous les ETF achetés via une banque française sont déclarés automatiquement à l'administration fiscale grâce au système de déclaration automatique, DSA. Ce n'est pas le cas pour les ETF achetés via un courtier international. Vous devez déclarer vous-même les plus-values et les dividendes dans votre déclaration de revenus. Cela implique de conserver tous les relevés de compte pendant 6 ans, de calculer les plus-values exactes, et de remplir les formulaires fiscaux correspondants 2047, 2402. Pour un débutant, cette complexité administrative est un risque majeur. Une erreur peut entraîner des pénalités ou un contrôle fiscal. Il est donc recommandé de commencer par une plateforme française pour éviter les erreurs de déclaration. Les ETF proposés par les banques françaises sont souvent des versions propres des fonds mondiaux, mais avec des frais légèrement plus élevés. Par exemple, l'ETF Amundi MSCI World disponible chez Boursorama a des frais de 0,19%, tandis que la même version chez DEGIRO peut coûter 0,12%. Cependant, la différence de 0,7% sur 20 ans représente plus de 1 500 € sur un investissement de 50 000 €. Ce n'est pas négligeable. Mais si vous êtes débutant,
le confort d'une interface en français, d'un service client francophone, et d'une déclaration fiscale automatisée vaut souvent la différence de frais. Priorisez la simplicité au début, puis optimisez les coûts quand vous aurez acquis de l'expérience. L'objectif n'est pas de faire des économies immédiates, mais de construire une habitude durable. Certains ETF sont exclusivement disponibles sur certaines plateformes. Par exemple, les ETF de Vanguard ne sont pas accessibles en France via les banques traditionnelles, mais seulement via DEGIRO ou Interactive Brokers. Les ETF de BlackRock, iShares, sont largement diffusés, notamment chez Boursorama et ING. Les ETF de Lyxor et Amundi, filiales de BNP Paribas, sont présents sur presque toutes les plateformes françaises. Si vous avez une préférence pour un émetteur précis, vérifiez d'abord sa disponibilité sur votre plateforme choisie. Ne commencez pas par acheter un ETF parce qu'il est populaire. Commencez par choisir une plateforme fiable, puis sélectionnez l'ETF le plus approprié disponible dessus. La plateforme est le véhicule, l'ETF est la cargaison. Ne priorisez pas la cargaison avant d'avoir un véhicule sûr. Les ETF en euros sont plus simples à gérer pour les résidents français. Ils évitent les conversions de devises, les frais de change, et les complications fiscales liées aux dividendes en dollars. La plupart des ETF proposés par les banques françaises sont en euros. Les ETF en dollars, bien que plus nombreux, nécessitent une conversion de devises à l'achat et à la vente, ce qui engendre des coûts cachés. De plus, les dividendes en dollars sont convertis en euros par votre banque, souvent à un taux défavorable. Si vous choisissez un ETF en dollars, assurez-vous que votre plateforme propose une conversion automatique à un taux compétitif et que les frais sont clairement affichés. Pour un débutant, restez en euros. Cela réduit les variables de risque et simplifie la gestion. Il est possible d'acheter des ETF via des contrats d'assurance vie, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace. Les ETF inclus dans les unités de compte d'une assurance vie sont souvent des versions premium, avec des frais de gestion additionnels, 0,5% à 1,2% par an. De plus, les contrats d'assurance vie imposent des frais de sortie, des délais de blocage et des restrictions de transfert. Ils sont utiles pour la fiscalité avantageuse après 8 ans, mais inadaptés pour un investissement actif ou régulier. Si vous souhaitez utiliser un contrat d'assurance vie, choisissez un contrat à faible frais, exemple Lynxea Avenir, Boursorama Vie, et vérifiez que les ETF proposés sont bien ceux que vous souhaitez. Ne laissez pas la banque vous imposer un panier d'ETF préconçu sans analyse. Vous payez pour la flexibilité, utilisez-la. Les ETF ne peuvent pas être achetés sur les plateformes de trading de crypto-monnaies comme Binance ou Kraken. Ces plateformes ne sont pas régulées pour la vente d'ETF en France. Toute tentative d'achat via ces canaux est illégale et expose à des risques de fraude ou de perte totale. Même si certaines applications affichent des ETF crypto, il s'agit souvent de produits dérivés ou de tokens non régulés. Évitez tout ce qui ressemble à un ETF sur une plateforme non bancaire. Les ETF sont des produits financiers réglementés par l'AMF et l'ESMA. Leur achat doit se faire exclusivement sur des plateformes agréées. Ne confondez pas les ETF avec les ETNS, Exchange Traded Note, ou les tokens. Ce sont des produits totalement différents, souvent beaucoup plus risqués. Le premier piège est de confondre popularité et performance. Un ETF qui a performé en 2023 ne garantit pas une performance en 2025. Les ETF sur l'intelligence artificielle ou les véhicules électriques ont vu leur cours bondir en 2022, puis chuter de 40% en 2023. La popularité médiatique n'est pas un indicateur de valeur. Les ETF qui attirent le plus d'attention sont souvent ceux qui sont surcotés, et donc les premiers à subir une correction. Les investisseurs débutants tombent facilement dans le piège de « acheter ce qui est tendance ». La seule stratégie fiable est d'investir dans des indices larges, stables et historiquement performants. Le marché ne récompense pas les derniers arrivés, il récompense ceux qui restent. Un deuxième piège courant est de penser que les ETF à faible frais sont automatiquement meilleurs. Un ETF à 0,5% peut sembler idéal, mais s'il est issu d'une réplication synthétique, il comporte un risque contrepartie. Ce risque existe lorsque l'ETF ne détient pas les actifs physiques, mais utilise des contrats de swap avec une banque pour reproduire l'indice. Si cette banque fait faillite, l'investisseur peut perdre tout ou partie de son investissement. Les ETF en réplication physique, même à 0,2%, sont plus sûrs. La différence de frais est minime sur le long terme, mais la sécurité est cruciale.
Pour un débutant, la sécurité prime sur l'économie de 0,1%. Ne sacrifiez pas la transparence pour quelques centimes. Un troisième piège est d'acheter plusieurs ETF similaires sans réaliser qu'ils se chevauchent. Par exemple, acheter un ETF sur les actions américaines et un autre sur les actions mondiales peut signifier que vous détenez 2 fois les mêmes entreprises, Apple, Microsoft, etc. Cela crée une surpondération non intentionnelle, ce qui augmente votre risque sans améliorer la diversification. Utilisez un outil de détection de chevauchement comme Morningstar Portfolio X-Ray ou Just TFS Overlap Tool pour vérifier la composition de vos ETF. Un portefeuille de 3 ETF peut contenir 80% des mêmes titres. La diversification n'est pas un nombre, c'est une répartition intelligente. Moins d'ETF, mieux répartis, est toujours préférable à plus d'ETF mal structurés. Un quatrième piège est de croire que les ETF sont sans risque de perte de capital. C'est faux. Un ETF sur les actions peut perdre 30% en quelques mois pendant une crise. Un ETF sur les obligations peut perdre 10% si les taux d'intérêt montent brutalement. Aucun ETF ne protège contre la baisse du marché. Ce que les ETF font, c'est rendre la perte plus prévisible et moins dramatique que si vous aviez investi dans une seule action. Mais ils ne sont pas des produits garantis. Les campagnes marketing utilisent souvent des phrases comme « investissez sans stress », c'est trompeur. Le stress vient de l'absence de compréhension, pas du produit lui-même. Apprenez à accepter la volatilité, sinon, vous vendrez au pire moment. Cinquième piège, achetez un ETF parce qu'il paie des dividendes élevés. Un ETF qui distribue 5% de dividendes peut sembler attractif, mais il peut aussi contenir des entreprises en difficulté ou des secteurs en déclin, énergie fossile, télécom mature. Les dividendes élevés sont souvent le signe d'une entreprise qui ne peut pas réinvestir dans sa croissance. Un ETF sur les dividendes élevés peut avoir une performance totale inférieure à un ETF généraliste. Le rendement en dividendes n'est pas un indicateur de qualité. Ce qui compte, c'est la croissance du capital. Un ETF qui réinvestit ses dividendes accumulating peut générer plus de richesses à long terme qu'un ETF qui les distribue, même si le rendement apparent est plus faible. Sixième piège, acheter un ETF à un moment donné parce que le marché est bas. Essayer de timing le marché est une erreur systématique. Personne ne peut prédire le moment exact où le marché atteindra son creux. Même les professionnels échouent 90% du temps. Si vous attendez le bon moment pour acheter, vous risquez de ne jamais investir. La solution est l'investissement régulier, mettre 100 € chaque mois, quel que soit le prix. Cette méthode, appelée dollar cost averaging, réduit l'impact des fluctuations. Sur 10 ans, vous achetez à des prix moyens, pas au prix le plus bas. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Le but n'est pas de deviner le marché, c'est de participer à sa croissance. Septième piège, négliger la fiscalité. Beaucoup d'investisseurs pensent que les ETF sont exonérés d'impôts. Ce n'est pas vrai. En France, les plus-values sont taxées à 30% à la vente. Les dividendes distribués sont imposés au moment de leur versement. Si vous achetez un ETF américain, une retenue à la source de 15% est appliquée sur les dividendes, et vous devez la déclarer pour obtenir un crédit d'impôt. Oublier cette déclaration peut entraîner une double imposition. De plus, les ETF sur matières premières ou or sont parfois classés comme biens meubles corporels et soumis à des règles différentes. Consultez toujours la fiche fiscale de l'ETF avant d'acheter. La fiscalité n'est pas une option, c'est une obligation légale. Huitième piège, acheter un ETF sans lire le document KID, qui information document. Ce document de 3 pages, obligatoire par la réglementation européenne, explique en langage clair le risque, les frais, la stratégie, la réplication et les scénarios de performance. Il est rédigé pour les particuliers. Pourtant, 90% des investisseurs ne le lisent jamais. Ils se contentent de regarder le nom et le prix. Or, ce document contient les informations critiques. Par exemple, si l'ETF utilise des swaps, s'il est concentré sur un seul pays, ou s'il est susceptible d'être fermé. Lire le KID prend 5 minutes. Ignorer ce document peut vous exposer à des risques que vous ne comprenez pas. C'est comme acheter une voiture sans lire le mode d'emploi. Neuvième piège, confondre ETF et fonds indiciels traditionnels. Les fonds indiciels traditionnels, non cotés, ne se négocient pas en bourse. Ils sont achetés et vendus une fois par jour à la valeur liquidative. Les ETF, eux,
se négocient en continu, comme des actions. Cela donne une flexibilité supérieure, mais aussi un risque. Vous pouvez acheter un ETF à un prix excessif pendant une période de forte demande, ou le vendre à un prix trop bas pendant une panique. Les fonds indiciels ne présentent pas ce risque. Mais les ETF ont des frais bien plus bas. Le choix entre les deux dépend de votre fréquence d'achat. Si vous investissez mensuellement, les ETF sont meilleurs. Si vous investissez une fois par an, les fonds indiciels peuvent convenir. 10e piège, pensez qu'un ETF est sécurisé parce qu'il est proposé par une grande banque. BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole proposent des ETF, mais ils ne sont pas garantis par la banque. L'ETF est un produit distinct, géré par une entité séparée, exemple, Amundi. Si la banque fait faillite, votre ETF reste intact mais il sera simplement transféré à un autre distributeur. Inversement, si l'ETF est mal géré, la banque ne vous remboursera pas. La marque de la banque n'est pas une garantie. La qualité de l'ETF dépend de sa structure, de ses frais, de sa réplication, et de sa transparence, pas du nom de la banque qui le distribue. Soyez critique, même face aux grands noms. Un portefeuille d'ETF efficace ne repose pas sur la complexité, mais sur la cohérence. Pour un débutant, un portefeuille à 2 ETF suffit. Un ETF mondial sur les actions, et un ETF sur les obligations d'État européennes. L'ETF Action couvre 70 à 80% du portefeuille, l'ETF Obligation, 20 à 30%. Cette répartition équilibre croissance et stabilité. L'ETF mondial, exemple, iShares MSCI World, vous expose à plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés. L'ETF Obligation, exemple, Amundi ETF Euro Government Bond, vous protège contre les baisses du marché action. Ensemble, ils forment un portefeuille équilibré, diversifié et facile à gérer. Aucun besoin de 5, 10 ou 20 ETF. La pondération des actifs doit être fixée selon votre profil de risque. Si vous êtes jeune, moins de 35 ans, vous pouvez aller jusqu'à 90% en actions et 10% en obligations. Si vous approchez de la retraite, plus de 50 ans, passez à 60% actions, 40% obligations. Entre les deux, 70/30 est la norme. Ces ratios ne sont pas arbitraires, ils sont basés sur des décennies de données historiques. Les études académiques montrent que les portefeuilles à 70/30 ont offert les meilleurs rendements ajustés au risque sur 30 ans. Les variations mineures, 65/35 ou 75/25, n'ont pas d'impact significatif. Ce qui importe, c'est de rester constant. Rééquilibrer une fois par an suffit. Ne modifiez pas votre allocation en fonction des nouvelles. Les ETF obligataires doivent être choisis avec soin. Évitez les ETF sur obligations d'entreprise ou sur obligations à haut rendement, junk bonds. Ils sont trop proches des actions en termes de risque. Préférez les ETF sur obligations d'État de pays de l'UE à très haute notation, Allemagne, France, Pays-Bas. Ces obligations sont les plus sûres, et leur prix réagit de manière inverse au mouvement du marché action. Lorsque les actions baissent, les obligations montent et inversement. C'est cette corrélation négative qui rend le portefeuille stable. Les ETF sur obligations à long terme, durée de 10 ans, sont plus sensibles au taux d'intérêt. Pour un débutant, privilégiez les obligations à durée moyenne, 5 à 7 ans. Elles offrent un bon compromis entre rendement et stabilité. Les ETF sur matières premières ne doivent pas être inclus dans un portefeuille de base. L'or, le pétrole ou le cuivre sont des actifs spéculatifs, non productifs. Ils ne génèrent pas de dividendes, ni de revenus. Leur valeur dépend uniquement de la demande et de la psychologie du marché. Même les experts ne savent pas prédire leur évolution. Les ETF sur or peuvent servir de couverture temporaire en période de crise, mais ils ne sont pas un investissement. Pour un portefeuille de base, ils n'ont rien à faire. Leur inclusion augmente la volatilité sans apporter de croissance. Les investisseurs qui ajoutent de l'or à leur portefeuille le font souvent par peur, pas par stratégie. Évitez les tentations émotionnelles. Les ETF thématiques, IA, énergie verte, santé, ne sont pas des composantes de base. Ils sont des options de surperformance, pas des fondations. Un portefeuille de base doit être universel, pas sectoriel. Si vous souhaitez ajouter un ETF thématique, faites-le à hauteur de 5% maximum, et uniquement après avoir constitué votre fondation. Par exemple,
85% MSCI World plus 10% obligations plus 5% ETF IA. Même dans ce cas, privilégiez les ETF sur des thèmes larges, exemple, transition énergétique, plutôt que des niches, exemple, batterie lithium. Les thèmes trop étroits sont risqués, peu liquides et souvent surcotés. Leur popularité est souvent éphémère. Restez sur les fondamentaux. La diversification géographique ne signifie pas acheter un ETF par pays. Acheter un ETF EE, un ETF États-Unis, un ETF Asie et un ETF Japon crée une duplication massive. Le MSCI World contient déjà 70% des entreprises américaines, 15% européennes, 10% japonaises et 5% asiatiques émergentes. Ajouter un ETF Europe ou Asie revient à doubler la même exposition. Cela augmente les frais, les impôts et la complexité, sans améliorer la diversification. La diversification géographique est déjà intégrée dans les ETF mondiaux. Pourquoi la dupliquer? Seule exception, si vous souhaitez une surpondération volontaire en Europe, exemple, 30% du portefeuille en ETF Europe, mais cela doit être une décision consciente, non une erreur de configuration. La diversification sectorielle est également déjà incluse dans les ETF mondiaux. Le MSCI World contient des entreprises des secteurs technologiques, financiers, santé, industriel, consommation, énergie, etc. Aucun secteur ne dépasse 30% de la pondération. Cela empêche une surexposition excessive. Si vous ajoutez un ETF technologie, vous risquez d'atteindre 40% de votre portefeuille dans un seul secteur, ce qui est dangereux. Les ETF mondiaux sont conçus pour refléter la structure économique mondiale. Ne cherchez pas à la modifier. Votre rôle n'est pas de juger quel secteur va bien, mais de vous assurer d'être présent dans tous les secteurs, proportionnellement à leur importance. Le rééquilibrage est une étape essentielle, mais simple. Une fois par an, vérifiez la répartition de votre portefeuille. Si les actions ont progressé de 20%, leur poids peut passer de 70% à 78%. Les obligations sont passées de 30% à 22%. Vous devez vendre 8% d'actions et acheter 8% d'obligations pour retrouver votre ratio initial. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la discipline. Le rééquilibrage force à vendre quand les actifs sont chers et à acheter quand ils sont bon marché. Il transforme la volatilité en opportunité. Faites-le une fois par an, au même moment, exemple, janvier. Pas plus, pas moins. La fréquence excessive nuit au rendement à cause des frais et des impôts. L'utilisation d'un plan d'épargne mensuel, PEA ou compte-titres, est recommandée. Le PEA permet de bénéficier d'une exonération fiscale après 5 ans, mais il limite les investissements aux entreprises européennes. Pour un ETF mondial, le compte-titres est plus adapté. Le PEA peut être utilisé pour l'ETF européen et le compte-titres pour l'ETF mondial. Mais pour un débutant, un seul compte suffit, le compte-titres. Il est plus flexible, plus large et plus simple. Le PEA est utile pour les investisseurs à long terme qui veulent profiter de l'exonération, mais il n'est pas nécessaire pour commencer. Concentrez-vous sur l'habituel, investir régulièrement, choisir les bons ETF, les conserver. Enfin, un portefeuille d'ETF simple ne nécessite aucune mise à jour constante. Pas de surveillance quotidienne, pas d'analyse technique, pas de lecture de graphes. Il suffit de définir votre allocation, exemple, 70/30, acheter 2 ETF, verser une somme fixe chaque mois, rééquilibrer une fois par an, ne pas toucher avant 10 ans. C'est tout. Le succès ne vient pas de la complexité, il vient de la répétition. Les meilleurs investisseurs ne sont pas ceux qui comprennent le mieux les marchés, mais ceux qui agissent le mieux, de façon constante, sans émotion. Votre portefeuille n'a pas besoin d'être intelligent. Il a besoin d'être régulier. La performance à long terme des ETF ne dépend pas de votre capacité à prédire les marchés, mais de votre capacité à rester présent. Les études de Vanguard montrent que les investisseurs qui maintiennent un portefeuille d'ETF pendant 10 ans obtiennent un rendement annuel moyen de 7 à 8%, même après les crises de 2008, 2020 et 2022. Ceux qui sortent pendant les baisses voient leur rendement divisé par 2. Le problème n'est pas le marché, c'est le comportement humain. La peur de perdre pousse à vendre au pire moment. L'euphorie pousse à acheter au plus haut. Le seul antidote est la discipline, un plan écrit, suivi sans faille.
Investir dans les ETF n'est pas un pari sur la croissance future, c'est une reconnaissance de la croissance passée. Depuis 1950, les marchés actions mondiaux ont augmenté de 7% par an en moyenne, malgré 2 guerres mondiales, des crises financières, des pandémies et des effondrements politiques. Cette tendance n'est pas due à des prédictions magiques, elle est le résultat du progrès technologique, de l'innovation et de la productivité. Les ETF vous permettent de capturer cette tendance sans avoir à identifier les entreprises gagnantes. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle start-up va dominer demain. Vous avez juste besoin d'être présent quand elles grandissent. La patience n'est pas une vertu, c'est une stratégie mathématique. Le concept de « temps dans le marché » est bien plus puissant que « timing du marché ». Une étude de JP Morgan a montré que, sur 20 ans, les investisseurs qui étaient présents tous les jours ont réalisé un rendement de 7,2%. Ceux qui ont raté les 10 meilleurs jours ont vu leur rendement tomber à 3,1%. Ceux qui ont raté les 20 meilleurs jours sont tombés à 1,4%. Cela signifie que les 0,1% des jours les plus positifs génèrent 80% des gains. Impossible de les prédire. Donc impossible de les éviter. La seule solution, restez dedans. Vos ordres d'achat mensuels sont votre bouclier contre l'imprévu. Même si le marché chute de 20%, continuez à acheter. Vous achetez à des prix plus bas, ce qui augmente votre rentabilité future. Les dividendes réinvestis constituent une part importante de la performance totale. Sur 30 ans, environ 40% du rendement total des ETF actions provient des dividendes réinvestis. Si vous optez pour un ETF distributing et que vous retirez les dividendes, vous perdez cette composante. Si vous choisissez un ETF accumulating, les dividendes sont automatiquement réinvestis, augmentant votre nombre d'unités. C'est ce qu'on appelle la capitalisation composée, vos gains génèrent eux-mêmes des gains. Plus vous attendez, plus cet effet s'amplifie. À 25 ans, investir 100 € mois dans un ETF accru à 7% vous donnera plus de 130 000 € à 65 ans. Si vous retirez les dividendes, vous n'aurez que 70 000 €. La différence vient de la discipline du réinvestissement. Les fluctuations journalières sont des bruits, pas des signaux. Un ETF peut perdre 2% en une journée, puis gagner 3% le lendemain. Ces mouvements sont causés par des nouvelles temporaires, des algorithmes ou des ventes massives. Ils n'ont aucun lien avec la valeur fondamentale de l'entreprise. Regarder vos ETF tous les jours vous rend anxieux. Regarder votre portefeuille une fois par an vous rend lucide. La plupart des investisseurs perdent de l'argent non pas à cause du marché, mais à cause de leur propre obsession. Arrêtez de vérifier vos comptes chaque semaine. Fixez-vous une date de revue, le 1er janvier. C'est suffisant. La discipline est une forme de liberté, vous ne dépendez plus du bruit du marché. Les changements de gestionnaire ou de stratégie d'un ETF ne doivent pas vous alarmer. Les émetteurs peuvent changer de fournisseur de données, de banque custodienne, ou même de méthode de réplication. Ces changements sont souvent mineurs et transparents. Si l'ETF continue à suivre le même indice, et que les frais n'augmentent pas, il n'y a pas de raison de vendre. La plupart des changements sont techniques, pas stratégiques. Les investisseurs qui vendent à chaque annonce de modification perdent en frais et en taxes, sans gain réel. Attendez toujours un changement de fondamental. Si l'ETF ne suit plus l'indice, ou si ses frais doublent, alors agissez. Sinon, ignorez. L'inflation n'est pas un ennemi des ETF, elle est un moteur. Les entreprises cotées augmentent leurs prix, leurs bénéfices et leurs dividendes avec l'inflation. Un ETF mondial suit naturellement cette dynamique. Contrairement à un livret A ou un compte épargne, les ETF ne perdent pas de pouvoir d'achat. Au contraire, ils le gagnent. Sur 20 ans, une inflation moyenne de 2% multiplie les prix par 1,5. Les ETF ont augmenté de 3,5 fois sur la même période. La vraie menace n'est pas l'inflation, c'est l'immobilisme. Garder son argent sur un compte rémunéré à 1% alors que l'inflation est à 3%, c'est perdre 2% par an. Les ETF sont la réponse rationnelle. Les impôts ne doivent pas influencer votre stratégie d'investissement. Beaucoup d'investisseurs retardent leurs achats pour profiter d'un régime fiscal avantageux ou vendent avant la fin de la période d'exonération. C'est une erreur. La fiscalité est une variable secondaire. Le principal objectif est de construire du capital. Si vous vendez trop tôt pour éviter l'impôt, vous perdez des années de croissance composée.
Il vaut mieux payer 30% sur 100 000 euros que 0% sur 20 000 euros. La stratégie fiscale doit être adaptée à votre stratégie d'investissement, et non l'inverse. Utilisez le PEA si vous êtes prêt à bloquer votre capital 5 ans mais ne sacrifiez pas votre croissance pour une économie fiscale marginale. La retraite n'est pas un objectif lointain, c'est une conséquence de vos actions aujourd'hui. Si vous investissez 200 euros mois à 25 ans, avec un rendement de 6%, vous aurez plus de 400 000 euros à 65 ans. Si vous commencez à 40 ans, vous n'aurez que 120 000 euros. Le temps est votre levier le plus puissant. Les ETF permettent de l'utiliser pleinement. Il n'y a pas de secret. Commencez tôt, investir régulièrement, restez calme. C'est la formule la plus simple, la plus efficace, et la plus peu utilisée. La majorité des gens attendent d'être prêts, mais personne ne l'est. Le moment idéal, c'est maintenant. Votre futur vous remerciera, pas votre passé. Le véritable succès d'un investisseur ne se mesure pas à son rendement annuel, mais à sa capacité à ne jamais abandonner. Les marchés vont baisser. Les médias vont annoncer la fin du monde. Vos amis vont dire « vends maintenant ». Votre instinct dira « j'ai peur ». Ce n'est pas un signal, c'est un piège. La discipline consiste à continuer, même quand tout semble s'effondrer. Les investisseurs qui ont tenu pendant la crise de 2008 ont vu leur portefeuille tripler en 10 ans. Ceux qui ont vendu ont mis 15 ans à retrouver leur point de départ. La patience n'est pas une vertu morale, c'est une stratégie statistique. Et c'est la seule qui fonctionne à long terme. En France, les ETF sont soumis au régime des revenus de capitaux mobiliers, RCM, avec un prélèvement forfaitaire unique, PFU, de 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux. Ce taux s'applique sur les plus-values réalisées lors de la vente et sur les dividendes distribués. Il n'y a pas d'abattement ni de barème progressif. Ce régime est automatique si vous êtes domicilié fiscalement en France. Il est applicable dès le premier euro de gain. Il n'est pas possible de choisir entre le PFU et le barème progressif pour les ETF, cette option n'existe que pour les actions individuelles. Les ETF accumulants ne sont pas exonérés d'impôts. Même si vous ne recevez pas de dividendes en espèces, les dividendes réinvestis sont imposables au moment de leur attribution. L'administration fiscale considère que ces dividendes ont été perçus, même s'ils sont automatiquement réinvestis. Lorsque vous vendez votre ETF, la base de calcul de la plus-value inclut la valeur d'acquisition majorée des dividendes réinvestis. Cela signifie que vous ne payez pas 2 fois, mais que votre coût d'acquisition est plus élevé. C'est un avantage fiscal, vous payez moins d'impôts sur la plus-value finale. Gardez les relevés de vos réinvestissements, ils sont indispensables pour calculer votre plus-value exacte. Les ETF sur matières premières ou or sont classés comme « biens meubles corporels » par l'administration fiscale. Ils ne sont pas soumis au PFU, mais à un régime différent. 36,2% de prélèvements sociaux plus impôts sur le revenu selon le barème progressif. Ce régime est plus lourd. De plus, les pertes sur ces ETF ne peuvent pas être compensées avec des gains sur des ETF actions. Il est donc déconseillé d'y investir dans un portefeuille de base. Si vous souhaitez y accéder, faites-le via un ETF coté sur un marché étranger, mais attention, la déclaration est plus complexe. Pour un débutant, évitez les ETF or et matières premières, ils n'apportent aucune valeur ajoutée et compliquent la fiscalité. Les ETF américains sont soumis à une retenue à la source de 15% sur les dividendes, conformément à la Convention fiscale France-États-Unis. Cette retenue est automatiquement déduite par le distributeur. En France, vous pouvez récupérer cette retenue en déclarant le montant dans votre déclaration de revenus, case 20 OP. Cela vous donne un crédit d'impôt équivalent à 15%. Sans cette déclaration, vous payez 15% de trop. Cette démarche est obligatoire. Elle est simple, téléchargez le relevé de dividendes fourni par votre broker et reportez le montant dans votre déclaration. Ne l'ignorez pas sinon, vous perdez de l'argent. Les ETF cotés hors UE, exemple, États-Unis, Canada, Australie, peuvent poser des problèmes de déclaration. Si vous détenez des ETF non UCITS, vous êtes tenu de remplir la déclaration 2407, revenus de capitaux mobiliers, et parfois la déclaration 3916, compte à l'étranger. Ces formulaires sont complexes. La plupart des brokers français ne les remplissent pas pour vous. Si vous utilisez un courtier international comme DEGIRO,
Vous devez gérer vous-même ces déclarations. Pour un débutant, cela représente un risque de non-conformité. Privilégiez les ETF UCITS cotés en Europe, ils sont déclarés automatiquement et ne nécessitent aucune démarche administrative. Les pertes sur ETF peuvent être déduites des gains futurs, mais seulement sur la même catégorie d'actifs. Une perte sur un ETF action peut être déduite d'un gain sur un autre ETF action. Mais une perte sur un ETF action ne peut pas être déduite d'un gain sur un ETF obligation. De même, une perte sur un ETF or ne peut pas être déduite d'un gain sur un ETF action. Les pertes sont catégorisées. Elles peuvent être reportées sur 10 ans, mais uniquement contre des gains de la même nature. Cela signifie que vous ne pouvez pas nettoyer votre portefeuille en vendant un ETF en perte pour compenser un gain ailleurs. La déduction est limitée à la catégorie. C'est une règle importante. Ne vendez pas un ETF en perte pour faire du chiffre. Cela ne fonctionne pas comme vous le pensez. Les ETF ne sont pas soumis à l'ISF, impôt sur la fortune immobilière. Ils sont inclus dans l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, uniquement si vous détenez des ETF sur l'immobilier, SCPI, REIT. Les ETF actions, obligations ou matières premières ne sont pas concernés. L'IFI ne concerne que les biens immobiliers directs ou indirects. Les ETF sur l'immobilier sont les seuls à être inclus. Pour un portefeuille standard, cela signifie que vos ETF ne sont pas soumis à l'IFI, même si leur valeur dépasse 1 300 000 €. C'est un avantage majeur par rapport à l'immobilier locatif. La déclaration annuelle des ETF est automatisée par les banques françaises, mais seulement si vous utilisez un compte titre ou un PEA chez une banque française. Si vous utilisez un courtier international, vous devez télécharger vos relevés, calculer vos plus-values et remplir vous-même la déclaration 2407. Les outils comme iPay ou Taxumo peuvent aider, mais ils ne remplacent pas la vigilance. La responsabilité fiscale incombe à l'investisseur. Même si votre broker vous envoie un récapitulatif, il n'est pas légalement responsable de l'exactitude de votre déclaration. Conservez tous vos justificatifs pendant 6 ans. Une erreur peut entraîner une amende de 10% du montant non déclaré. Les ETF ne bénéficient pas du régime de l'assurance vie. Contrairement aux unités de compte, les ETF achetés en direct n'offrent pas de fiscalité avantageuse après 8 ans. Ils sont toujours soumis au PFU de 30%. L'assurance vie permet de reporter l'impôt et de bénéficier d'un abattement sur les plus-values, mais elle impose des frais de gestion et des restrictions de retrait. Si vous voulez la fiscalité avantageuse, ouvrez un contrat d'assurance vie. Si vous voulez la simplicité et la transparence, achetez vos ETF en direct. Ne mélangez pas les deux. Chaque outil a son rôle. Leur combinaison peut être puissante, mais seulement si vous comprenez leurs différences. En résumé, PFU de 30% sur plus-value et dividendes, dividendes réinvestis égale augmentation du coût d'acquisition, relevé de dividendes et d'achats à conserver, revenu de ETF-US égale déclaration 2OP pour créditer la retenue à la source, pas d'IFI pour les ETF actions obligations, déclaration automatique uniquement si via banque française, pas de compensation entre catégories d'actifs, pas d'abattement ni de barème progressif, la fiscalité ne doit pas piloter votre stratégie, elle doit l'accompagner. La connaissance de la fiscalité n'est pas un luxe, c'est une obligation. Ignorer ces règles, c'est payer plus que nécessaire. Comprendre ces règles, c'est garder 100% de ce que vous gagnez. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour commencer à investir dans les ETF de manière rationnelle, disciplinée et sans erreur. Vous savez ce qu'ils sont, comment les choisir, où les acheter, comment les gérer, et comment les déclarer. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de mystère. Ce que vous attendez? Le moment idéal n'existe pas. Le moment idéal, c'est aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore ouvert un compte titre, faites-le dès maintenant. Choisissez Boursorama, ING ou Fortuneo, 3 plateformes fiables, avec des ETF gratuits. Sélectionnez un ETF mondial, MSCI World ou FTSE All World, et un ETF obligation européenne. Fixez-vous un montant mensuel, 50 €, 100 €, 200 €, peu importe. Ce qui compte, c'est la régularité. Configurez un virement automatique. Le premier de chaque mois, l'argent sera investi. Sans effort. Sans émotion. Sans hésitation. Ce n'est pas une question de richesse. C'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de connaissance. C'est une question d'action.
Vous ne devenez pas investisseur en lisant des articles. Vous le devenez en achetant votre premier ETF. Et en le gardant. Et en le gardant encore. Et en le gardant pendant 10 ans. N'attendez pas d'être riche pour commencer. Commencez pour devenir riche. N'attendez pas d'être sûr pour agir. Agissez pour devenir sûr. N'attendez pas d'avoir tout compris. Comprenez en agissant. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des contenus concrets, sans jargon, sur l'investissement responsable et la construction de patrimoine. Likez cette vidéo si vous avez compris que les ETF ne sont pas un jeu, mais un outil. Partagez-la avec un ami qui pense que l'investissement, c'est pour les riches. Commentez « J'achète mon premier ETF ce mois-ci » et rendez-vous ici dans 12 mois pour voir où vous en êtes. Le temps ne vous attend pas. Votre futur vous attend. Commencez. Maintenant.